Aspiration à plus de liberté mai 1954. Au fur et à mesure que le disque solaire perdait de son éclat et s'enfonçait au lointain, dans la plaine sablonneuse, éclaboussant les manguiers en fleurs et les filiformes rogners de ses ultimes et opalescentes lueurs, la ville sortait de la torpeur diurne. La journée avait été caniculaire. Le temps était subitement devenu bien moins clément qu'au cours des semaines passées. Les grandes chaleurs qui commençaient à s'abattre sur le pays, entre mai et juin, étaient généralement annonciatrices d'hivernage pluvieux. Revenu de France, 10 années plus tôt, Samba Diop avait finalement été décoré de la médaille militaire et gratifié d'un poste de commis d'administration, au service du commandant de cercle du Cayor. Samba avait été obligé de quitter Ndioben Pay pour venir vivre, avec Della, dans la capitale provinciale de ce royaume défunt sur lequel leurs ancêtres avaient régné. Le soir tombait, la brise s'était mise à souffler dans le feuillage touffu des manguiers qui, avec les rogniers, les caïlcédras et les capoquiers, constituaient le couvert végétal du bourg et de ses environs. Le souffle du vent léger sousé dans le feuillage des arbres apportait, peu à peu, une agréable fraîcheur dans la cour des maisons, à la grande satisfaction de Samba. Depuis son retour de la guerre, le vétéran supportait péniblement la chaleur d'étuve dans laquelle il revivait. Il n'en avait pas perdu l'habitude. Mais les blessures qui avaient définitivement raidi sa jambe droite, et dont il souffrait encore, lui mangeaient la chair. Elles lui occasionnaient d'insoutenables picotements, bouffées de chaleur et maux de tête. Un médecin colonial avait doctement dit que ces phénomènes étaient dus à l'effet de la ferraille, des particules résiduelles d'obus que l'on n'avait pas pu extraire de son corps. Les souffrances de Samba étaient à leur paroxysme dès que l'astre du jour pointait à son zénith. Il lui arrivait alors de piquer d'indicibles colères. Il s'adoucissait après, comme si de rien n'était, affichant un sourire taciturne qui rehaussait le charme viril de la quarantaine qu'il portait bien. Dans la fraîcheur de ce soir de mai, il était d'humeur plutôt avenante. Il s'était confortablement allongé sur la natte en feuilles de tifa que Della avait étendue dans la cour, juste à l'entrée de la case en banco, l'unique chambre de la maisonnette. Dans la senteur apaisante des effluves d'encens qui en émanaient, il entretenait une conversation câline avec Mademba, son enfant de 4 ans. Le poste radio de marque Telefunken qu'il avait acheté cher, une semaine plus tôt à Dakar où il avait été percevoir sa pension d'ancien combattant mutilé de guerre, à la pairie de France, comme à chaque fin de trimestre, portait à ses oreilles les informations locales et internationales. La veille, dans la soirée du 7 mai 1954, une base militaire française réputée inexpugnable, au cœur de la cuvette de Dien Bien Pho, était tombée aux mains des troupes communistes du Viet Minh sous le commandement du général Vo Nguyen Giap, après un siège étouffant et de sanglants combats qui durèrent 56 longues journées. Dans son dernier journal parlé du soir, Radio Dakar qui rayonnait sur toute l'Afrique occidentale, se fit l'écho de cette déroute française au Vietnam, de façon on ne pouvait plus laconique. Samba remarqua que l'accent était plutôt mis sur la bravoure et l'héroïsme des soldats français qui s'étaient battus, avec vaillance, sur le champ d'honneur, jusqu'à leur dernier souffle, pour la mère patrie et l'intégrité souveraine de son empire colonial. Ces propos déclamés avec emphase, sonnaient comme un hymne à la gloire d'une armée française métropolitaine et totalement blanche. Malgré la mousson, les troupes françaises ont résisté avec ténacité à ce Verdun tropical, se battant jusqu'à épuisement et périssant au milieu des explosions en chantant la Marseillaise, s'était-on encore glorifié dans les colonnes du journal Paris-Dakar du jour. Et mes frères de sang et de race, et les combattants africains, dans tout cela. Ils comptent pour des cacahuètes. Nom de Dieu, pesta Samba, contre le poste TSF. Il savait que de nombreux jeunes de son terroir et du reste du Sénégal, comme des autres colonies d'Afrique, étaient dans les rangs des troupes françaises qui avaient été combattre en Indochine, contre les communistes, ainsi que le firent ceux de sa génération, en 1939 à 1945, contre les nazis. La bravoure était, en effet, la valeur la mieux partagée dans les rangs des soldats originaires des territoires d'Afrique. Ils avaient résisté aux appels à la désertion que leur lançaient intempestivement les Viettes,
par haut-parleurs et tracts, dans le fracas des canonnades et le crépitement ravageur des mitrailleuses. Leurs arguments anticolonialistes, l'assurance de la vie sauve et l'octroi d'avantages matériels aux déserteurs qui rejoindraient leurs rangs et retourneraient leurs armes contre l'ennemi commun, la France impérialiste, n'eurent guère d'effet sur eux. Ces jeunes gens étaient issus, pour le plus grand nombre, de milieux sociaux où le fait colonial avait fini par être intériorisé comme un état normal, voire même aussi légitime que les royautés éteintes sous lesquelles vivaient leurs grands-parents et arrière-grands-parents, jusqu'il y avait à peine une soixantaine d'années. Ils n'étaient pas encore préparés à la rupture fondamentale et cruciale d'avec le colon. Et tout était fait pour retarder cette échéance inéluctable. À dessein, Radio Dakar, et le journal Paris-Dakar, aux ordres de l'administration, à l'instar d'une bonne partie de la presse métropolitaine, passèrent, sous silence l'héroïsme dramatique des soldats coloniaux, indochinois, nord-africains et ouest-africains. Ces médias étaient, avec l'école et l'Église, les instruments dont l'administration française se servait le plus pour faire valoir ses pratiques assimilationnistes et accepter les bienfaits et l'irréversibilité de l'ordre colonial dans les territoires d'outre-mer, dans l'intérêt réciproque et commun de la métropole et de ses dépendances d'Afrique, du Pacifique, des Caraïbes et d'Asie, comme cela se disait. On avait beau vouloir le cacher aux Français de France et surtout à tous les colonisés, mais la défaite de Dien Bien Phu fut le plus honteux désastre militaire, politique et humain de l'histoire d'une France au sommet de sa gloire, en ce tournant décisif du XXe siècle. La débâcle propulsa le socialiste Pierre Mendès France à la présidence du Conseil, le 18 juin. Les négociations rapidement ouvertes sous son égide, avec le Viet Minh, furent sanctionnées par les accords de paix qui, le 20 juillet, à l'issue de la conférence de Genève ouverte depuis fin avril, consacrèrent l'indépendance du Vietnam. Il s'ensuivit sa scission en deux entités, de part et d'autre du 17e parallèle, au nord, un État communiste sous la férule de Ho Chi Minh, affectueusement appelé Oncle Ho par les siens, avec pour capitale Hanoï et, au sud, un État capitaliste centré sur la ville de Saïgon, avec Ngo accent circonflexe Dinh Die accent circonflexe M comme Premier ministre. Des années plus tard, en acteur fortement impliqué, l'historien franco-vietnamien, Pierre Brocheux, émit ce commentaire particulièrement inspiré: la bataille de Dien Bien Phu est la plus grande défaite de l'armée française devant une armée de colonisés, c'est-à-dire une armée que l'on considérait jusque-là comme n'étant pas à la hauteur de la lutte, d'une guerre moderne. C'est la fin de la guerre d'Indochine menée par les Français contre les Vietnamiens, mais c'est aussi la fin de l'impérium français en Extrême-Orient, et c'est le début de la fin de l'Empire français tout court. L'indépendance, en Algérie très rapidement inscrite dans le sanglant sillon vietnamien, comme dans toutes les autres colonies sous domination française, le mot était sur bien des lèvres, en écho au retentissant coup de semonce de Dien Bien Phu. Dans les grandes villes sénégalaises, principalement à Dakar, Rufisque, Gorée et Saint-Louis, les 4 communes en avance politique sur les autres, le discours pour l'émancipation s'entendait au sein des partis politiques. Leurs habitants et leurs descendants avaient été les premiers à accéder aux droits, privilèges et obligations civiques de la citoyenneté française, au même titre que les métropolitains. Ailleurs, dans la capitale du Cayor et d'autres villes de l'intérieur, des formes de défiance envers l'inique autorité coloniale étaient également perceptibles dans les milieux enseignants, chez les commis d'administration et les ouvriers syndiqués, dont les cheminots toujours prompts à faire grève. Cela bougeait également dans les campagnes au voisinage des cités urbaines. Les Sénégalais y étaient de plus en plus nombreux à réagir contre les abus, brimades et vexations racistes des coloniaux, pour le respect de leur dignité d'hommes et de femmes. Beaucoup d'eau lourdement mêlée de sueur, de larmes et de sang avait coulé sous les ponts de France et sur les rugueuses terres africaines tourmentées par le joug colonial. En effet, les lois Félix Houët-Boigny du 11 avril 1946 et Lamine Gueye du 7 mai 1946, les décrets du 22 décembre 1945 et du 20 février 1946 ainsi que le Code du travail d'outre-mer voté le 15 décembre 1952, avaient été arrachés aux colonisateurs au sortir de la guerre.
Ainsi, le travail forcé et le régime de l'indigénat finirent par être abolis. La citoyenneté française fut concédée à tous les ressortissants des colonies. Le bénéfice des libertés et droits syndicaux fut porté au-delà de l'application homéopathique à la colonie des lois sociales édictées en juin 1936 par le Front populaire sous l'égide du socialiste Léon Blum. Samba Diop savait que lui et tous ses frères d'armes, ceux qui sont revenus des horreurs du front, des hôpitaux de guerre et des camps d'internement, comme ceux qui avaient laissé leur vie dans l'Hexagone, avaient, de par leur engagement et leur sacrifice, grandement contribué à l'éveil des consciences et à ses conséquentes avancées politiques et sociales. Au contact quotidien de leurs camarades français de souche. Comme eux à peine sortis de l'adolescence, ils s'étaient très rapidement rendus à l'évidence que sous leur peau noire, jaune, cuivrée ou blanche, leur sang était de la même couleur, qu'ils éprouvaient les mêmes angoisses existentielles, les mêmes sentiments d'amour envers les personnes les plus chères qu'ils avaient laissées derrière eux, des pères et des mères, des frères et des sœurs, des fiancés et des épouses, dans la sourde crainte de ne jamais plus les revoir. Une frange assez importante de cette jeunesse arc-en-ciel abruptement projetée dans la guerre, s'ouvrit réciproquement les yeux, le cœur et l'esprit. Ainsi que s'en souvenait Samba, les uns avec les autres se comportaient en bons camarades. Rassemblés par et pour le funeste dessein de la guerre, ils se promettaient de rester amis, s'il en survivait. Ils se projetaient dans un monde meilleur, dans lequel les peuples vivraient libres et égaux, en toute fraternité. Les jeunes métropolitains fraîchement arrachés au banc de l'école mais généralement plus instruits parlaient souvent, loin des yeux et des oreilles des officiers supérieurs, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui devait être respectée, par tous et sous tous les cieux, sans distinction aucune de race ou de religion. Cela avait commencé au camp de Souges, dans la Gironde, non loin du port de Bordeaux. Samba et ses autres frères tirailleurs sénégalais, en fait, diversement originaires de l'Afrique occidentale et équatoriale française, y avaient été cantonnés, à leur arrivée de Dakar à bord du bateau « Europe » de la Compagnie des Chargeurs Réunis. Constitutif du 208e régiment d'infanterie lourde coloniale, RALC, commandé par le lieutenant-colonel Dumont, il relevait de la 8e division d'infanterie coloniale, DIC, sous les ordres du général Gillier. Ils étaient à Souges, depuis la fin du mois d'avril 1940 pour y être formés à la va-vite et équipés avant de gagner le front. Ce fut là et au fil sombre de la guerre, que se fit jour, dans l'esprit du soldat africain que l'homme blanc, placé dans les mêmes conditions, lui était en tout pareil, dans la joie, la peur, la douleur et la souffrance, que sa race n'était aucunement supérieure à la sienne, que la France n'était pas une puissance absolue, qu'elle pouvait être vaincue et dominée par une autre nation. Les faits semblaient lui montrer que la colonisation n'était point irréversible, qu'il pouvait y avoir dans les territoires subjugués un tout autre ordre politique et social, celui-là plus juste et équitable, respectueux des libertés et droits des autochtones. L'on parlait alors plus d'association que d'indépendance.